Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïsila, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Bienvenue chez les GG, ce jeudi matin, mesdames et messieurs, 1h30, vous aider à mieux comprendre l'actualité. On fait la prolongation, évidemment, les jeudis sur cette antenne. Merci de nous choisir. Oui, vous avez la possibilité, évidemment, d'intervenir en direct dans l'émission, tout simplement en partant sur notre site internet, le www.espacefmguinée.info. Sinon, GG au 8037, si vous êtes abonné Orange en Guinée. Sinon, ça se passe sur l'autre numéro de téléphone, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons essayer de relayer vos messages en direct dans l'émission. 4 mois, 5 jours, sans nouvelles de Chérif Diallo. Comme si la disparition était devenue banale chez nous en Guinée. Et voilà, donc une pensée à Chérif Diallo ce matin. L'ancien coordinateur général de EDG s'échine depuis quelque temps à renaître de ses cendres. Depuis son départ de la tête de la Guinéenne de l'électricité, Abdoulaye Keïta, devenu donc entre-temps docteur en économie, alterne sa vie entre formation et écriture d'essais. Il vient d'ailleurs de publier aux éditions Publibook 2 ouvrages sur l'économie. Alors, faut-il parler des premiers d'un retour en grâce, entre autres, des questions posées ce matin? On va revenir longuement sur ce dossier, pourquoi pas, qui a fait un moment polémique ici en Guinée. On parle de Kama. Tout y passe ce matin chez nous. Vous allez avoir Abdoulaye Keïta. Il est notre invité exceptionnel ce matin. Donc, Dr Abdoulaye Keïta, ancien coordinateur DDG, coordinateur général de DDG ici en Guinée. Au lendemain de la journée mondiale pour l'élimination de toutes les violences faites aux femmes, focus sur une pratique abominable devenue donc une banalité. Le silence consécutif aux pressions familiales dissimule donc tant bien que mal tous les pans des violences faites aux femmes. Et pourtant, agression sexuelle, violences faites aux femmes, donc mutilation génitale, constitue donc un cocktail explosif qui imbrale bien de femmes. Quel est l'état des lieux? On en parle ce matin avec Madame Jeanne Lama, donc représentante de le projet à Kaloum, et une victime donc qui va intervenir ce matin. Elle va donc intervenir sous couvert d'anonymat. Il est en passe d'être exproprié d'un terrain sur lequel il a donc consenti des investissements colossaux. On en parlait hier. Et ce monsieur, il s'appelle Bérité. Ahmed Camara a suivi le dossier. Vous allez avoir plus de détails ce matin chez nous. Encore une fois, merci de nous rejoindre. Bienvenue Ahmed, bonjour. Merci, bonjour. Bonjour mon cher Moïse. Bonjour. Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour Madame Yoruba. Bonjour Lamine. Jacques, bienvenue Tamba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Djibril. Allez. Ouais, comme d'habitude. Bonjour. Voilà. On va s'intéresser évidemment, Ahmed, à ces histoires d'embouteillage à Conakry. On n'arrive pas à comprendre. Écoutez, on a longuement expliqué un peu. C'est vraiment bizarre. Oui, c'est bizarre et c'est pas bizarre. Parce que les raisons sont connues. Il n'y a jamais de, comme on le dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Même s'il y a des fumogènes qui donnent un peu de fumée sans feu parfois. Mais il faut signaler quand même que, comme je l'ai dit, il faut absolument les visites techniques dans notre pays. Les visites techniques peuvent nous permettre d'éliminer un certain nombre de véhicules dans la circulation. Je pense que ça pourrait également aider les uns et les autres le matin à pouvoir vaquer normalement à leurs occupations. Jeter un coup d'œil tout de suite en bas en direction de la ville. Les deux sens, je comprends pas du tout. Tous les deux sens sont bloqués. Ouais. J'arrive pas à comprendre. Pourtant, on a fait ce système pour permettre aux citoyens de pouvoir se rendre le plus vite que possible en ville. Donc je pense qu'il y a assez de problèmes. Et au même moment, les agents de la police routière, je pense aujourd'hui qu'ils ont besoin non seulement de formation, mais aussi ils ont besoin d'être équipés. Et au-delà d'être équipés aussi, mais de personnalité. Nos agents n'ont pas de personnalité. Quand les agents demandent à quelqu'un de s'arrêter, carrément ils refusent. Oui. Ils refusent. Il n'y a pas de respect. Voilà, il n'y a pas de respect. La peur de policier n'existe pas. Ça n'existe pas en Guinée. Ça Ouais. n'existe pas en Guinée. Je pense que c'est pas normal. C'est pourquoi la semaine dernière, je pense qu'on a eu du mal Les grandes gueules. à avoir ce monsieur qui devait nous expliquer un peu. Ils ont mené des études sur ce phénomène. Ils ont d'ailleurs remis, je crois, les documents de cette étude aux autorités compétentes. Je pense que les autorités vont profiter de ce document pour nous aider dans le cadre de la circulation. Allez, dites en bas. Écoutez, moi Mais il ne faut pas oublier le déguerpissement qui se fait. Vous savez, on a eu le ministre de la ville. Oui. Alors, les premiers échos que j'ai reçus, c'est une route qui va passer par là-bas. Sûrement un péage. Bien. Allez-y. Moi, j'ai envie de dire à Ahmed Camara de sortir de cette histoire de personnalité. Ouais. Je ne pense pas qu'il s'agisse de personnalité. Voyez un peu comment c'est en train de fonctionner. Je pense que nous tous qui conduisons devons apprendre à conduire
en de bons citoyens qui respectons la loi. Et maintenant, quand tu ne respectes pas la loi doit s'appliquer. Nous allons en venir. Mais ça, Qui c'est pas une applique la loi, question, ce ce sont sont les les personnalités. C'est pas la personnalité Allez-y. d'une personne qu'on va aller voir devant. Le problème, c'est quoi? Je pense qu'ici, on aurait pu nous passer de tous ces embouteillages. Nous les créons nous-mêmes, nous tous les conducteurs. Il y a deux voies. Mais dès qu'il y a un petit ralentissement, vous voyez qu'il y en a qui débordent, qui occupent d'autres artères. Est-ce que ça, c'est un problème de policier? Ça, il faut observer que nous ne sommes pas civiques dans notre façon de conduire. Il faudrait que tous les conducteurs deviennent responsables. Qu'est-ce qu'on fait? On va en venir. Voilà. La loi doit s'appliquer. Mais est-ce une Ne fuis pas. Est-ce une question de personnalité? Vous savez, il y a un problème. appliquer la loi. Vous savez, il y a un problème. Il y a un problème sérieux. On demande à des gens d'appliquer la loi. Vous comprenez? Mais ce sont des citoyens qui, comme nous, ont une certaine mentalité en Guinée. Pourquoi Mais d'abord on leur demande de respecter la loi, alors que nous-mêmes, on n'est pas prêts à la respecter. Qu'est-ce qu'on veut? Je pense que pour que ça aille bien, même au sein d'une maison, c'est que chacun s'acquitte de sa part de responsabilité. Faisons cela et voyons ce que ça donne. Même dans les ronds-points où il n'y avait jamais eu d'embouteillage, aujourd'hui, il y a des embouteillages. Dès qu'il y a un petit problème. C'est parce qu'il n'y a pas de sanction, mon cher. Lamine, écoutez, il y a des endroits où il y a des endroits où il n'y a même pas de policiers. Bah oui. Vous voyez ce qui se passe? Il n'y a pas de policiers. Vous allez voir un conducteur qui est capable de stationner en pleine chaussée. Parce qu'il s'en fout. Parce qu'il est en train, par exemple, de saluer gueules. une fille ou saluer une autre personne. Il stationne en pleine chaussée. Vous pensez que ça, c'est civique? Qui va venir nous l'enseigner? Allez-y. Et je veux dire, Lamine, Les taxes vont je veux t'enseigner. dire une chose. C'est une question assez transversale aussi. Il faut prendre cet aspect en compte. Les salaires de lance-roquettes, comme aime à le dire Djibril, et de tous ceux qui maîtrisent la circulation en Guinée, c'est un problème. Il faudra réviser tout cela. Mais encore une fois, on ne va pas résoudre la question des embouteillages tant que les conducteurs ne sont pas prêts à conduire en des hommes civilisés. Allez-y, madame. Non, mais ce que je voudrais dire, pour qu'il soit prêt à conduire un homme civilisé, il faut que la loi s'applique justement. C'est vrai qu'il faut une campagne d'éducation civique, mais si tu stationnes en pleine rue et qu'on t'arrête, ou bien qu'une grue vienne ramasser ta voiture et que pour la récupérer, tu sois obligé de payer un certain montant, je pense que ça va servir de leçon pour la prochaine fois. Le problème de la Guinée, c'est la loi, c'est l'impunité. Il faut que l'impunité cesse dans ce pays-là, parce que on ne peut pas, les policiers pratiquement, ils ne peuvent pas pratiquement parfois gérer la circulation. Pourquoi on ne mettrait pas des panneaux de signalisation? Du côté devant ces retourés aujourd'hui, ça marche parfaitement bien. Quand le feu est rouge, tu ne peux pas brûler les étapes, tu es obligé de t'arrêter. Pourquoi on ne ferait pas la même chose? Je pense qu'il faut qu'on prenne des exemples dans d'autres pays, qu'on se serve d'exemples, qu'on prenne les meilleurs exemples pour pouvoir avancer. L'éducation civique, on en a besoin, mais ça passe forcément par l'application de la loi. Voilà, madame Yoruba. Non, mais allez-y. je pense que la Guinée n'est pas sur un 6e continent. Il on faut a entendu appliquer. ça plusieurs fois, mais ouais. Il faut appliquer. Les grandes gueules. C'est peut-être une antienne, mais c'est important. Ouais. La répétition a valeur de pédagogie. Eh bien. C'est quand même un triptyque. La Guinée n'est pas sur un 6e continent, je le dis. Et ce triptyque, c'est quoi? C'est dissuader, prévenir et sanctionner. Ouais. Ça, c'est pour Tamba. Je pense que non, c'est important. Je pense que lorsque la loi n'est pas respectée, lorsque des individus peuvent se permettre de tels comportements, il faut appliquer la loi. La loi, elle est faite pour tout le monde. Et elle doit s'appliquer erga omnes, à l'égard de tous. Ouais. C'est important. Mais globalement, il faut voir en profondeur les causes qui peuvent expliquer ces embouteillages à répétition. Les embouteillages témoignent certainement de la vitalité de la capitale. Mais cette vitalité-là ne cache pas, ne peut pas occulter des causes assez profondes. Nous avons ce qu'on appelle l'étroitesse de nos routes. On a peu de routes par rapport... Non, mais oui, mais si. Les grandes gueules. Mais quand les fêtes de fin d'année arrivent, il y a des axes routiers ici que vous ne pouvez pas fréquenter. Si vous les fréquentez, vous risquez d'y passer toute la journée. Je pense qu'on a besoin de désengorger la capitale. Tout mène vers le centre-ville. Il y a un mouvement de flux et de reflux et qui ne va pas avec le volume des voitures. Chaque fois, les véhicules sont en circulation. Je ne parle même pas des panneaux de signalisation parce que nos routes sont muettes. Ce que vous oubliez, c'est que ces embouteillages-là, c'est comme si quelque part c'était devenu un business pour les policiers. Bon, je parle en connaissance de cause. Voilà, mon cher ami. Oui, mais il y a un moment, quand en 2010, rappelez-vous, du côté de Madina, quand le président, on venait de d'élire Alpha Condé,
demandé comme président de Guinée, vous avez vu les policiers tout au long de l'autoroute de côté de Madina. Il Oui. n'y avait pas d'embouteillage. Oui. Aujourd'hui, à 11h, mais en remontant, mais c'est Ouais, mais juste catastrophique. la mine, mon grand. ce serait Voilà. trop péjoratif Les de grandes dire, gueules. que c'est un business pour les Ben, policiers. écoutez, non, Ahmed, ça dépend. Ahmed en Alors, parlait pas du tantôt. tout. Non, mais c'est extrêmement important. Il ne faut pas occulter un fait. On ne peut pas demander à un homme qui n'a pas un salaire décent d'être ben, vertueux. c'est facile. Non, Lamine, on va c'est écouter le important. sage. On ne Merci. peut pas demander à un homme qui n'a pas un salaire, qui a un salaire de lance-roquette, Merci, d'être Djibril. vertueux. Merci. Ces policiers-là, Les grandes gueules. voyez leur habillement. Ils s'habillent comme un as de pique. Merci. C'est extrêmement dangereux. Ils n'ont pas de budget. C'est des misérables dans la circulation. Comment voulez-vous que ces policiers contrôlent dans les règles de l'art les automobilistes qui passent? Eh bien, pour cela, il faut leur donner un salaire décent. Merci, Djibril. Allez-y, mon cher. Moi, je pense que les policiers ne sont pas les plus mal payés de la Guinée. Il y a aussi d'autres secteurs où il y a des gens qui ne sont pas bien payés. Seulement, ce qu'il faut ajouter, et ce sur quoi je suis un peu d'accord avec Djibril, c'est le problème d'infrastructure. Quand vous prenez par exemple la route Le Prince, vous voyez qu'il n'y a pratiquement pas de passerelle. Donc au niveau des carrefours, les embouteillages sont inévitables. Ouais. Parce que les véhicules sont obligés de stationner pour attendre que d'autres traversent. Moi je pense que c'est une explication qu'il faut prendre en compte. Et dans la politique du gouvernement, on devrait insister sur, bien entendu, la mise en place de ces passerelles, surtout en haute banlieue, d'où les véhicules partent chaque matin. Voilà, grand dossier, on s'intéresse là-dessus ce matin, Moussa, à la plateforme Dioliba, un chemin de croix pour les bacheliers. Vous le dites si bien. Oui, Hier, vous étiez sur le terrain, vous avez suivi tout cela, Moussa Moïsila, entre oui, autres. on a, j'ai pu rencontrer donc quelques fondateurs d'universités, également le concepteur. C'est pas la joie en ce moment dans les facs. Hein. Ah ben pas du tout, surtout les facs, les universités privées. Et le concepteur également du portail Dioliba, que j'ai rencontré, un jeune Guinéen. Qui est à l'origine donc de ce projet. Alors, il faut retenir rapidement, vous avez ces petites notes-là, c'est un peu le On voit un petit peu la plateforme à l'instant T à la télévision, Exactement. évidemment. Voilà. Alors, dans les années 90-12, il y a eu un véritable problème en Guinée après le bac. C'est-à-dire que l'État, le général Kanté, était confronté à un grand nombre de bacheliers, mais il n'y avait pas d'université privée pour pouvoir les orienter. Et donc, les anti-universités privées qui existaient à l'époque dans le gouvernement, Comme les ont anti-radios. Exactement, ont dû céder face à cette pression de la rue parce qu'il y avait une grogne qui... Les grandes gueules. Et cette grogne allait prendre une autre propension si on ne trouvait pas la possibilité de donner un lieu comment je peux dire ça, d'études à ces différents bacheliers. Et donc, des investisseurs privés qui étaient à la porte, qui attendaient il y a longtemps l'occasion, une licence de créer l'université privée, ont sauté donc sur l'occasion lorsque l'État a cédé pour créer des universités privées. La première date, selon mes enquêtes, de 1999. Et donc, quand l'État a fait cela, l'État à l'époque n'a pas pris le temps nécessaire pour réfléchir à réellement bien réguler le secteur pour éviter qu'il y ait une sorte d'université privée qui pousse comme des champignons, comme ce que nous constatons aujourd'hui. Donc l'État a laissé faire, les investissements se sont faits à l'emporte-pièce et donc il fallait juste avoir un petit fonds pour pouvoir ouvrir son université ou transformer sa villa personnelle en salle de classe pour accueillir des bacheliers. Et donc ça marchait comme ça. Mais on s'est rendu compte que le phénomène devenait récurrent et que ça prenait une autre propension. On ne pouvait pas maîtriser. Et du coup, l'État a trouvé à l'époque une autre formule qu'on appelait les quotas. C'est-à-dire du côté du ministère, lorsqu'il y a 30 000 bacheliers admis cette année, on dit en fonction des capacités, on donne 15 000 à telle université, 10 000 à unique. Voilà, donc ça se répartissait comme ça, mais sur des critères qu'on ne peut pas évaluer, sur des critères qu'on ne peut pas, qui ne sont pas basés sur non seulement la qualité du cours qui pourrait être dispensé, l'infrastructure qui va accueillir ces bacheliers, mais aussi est-ce qu'il y a réellement des enseignants qui sont capables de pouvoir donner tout le programme et jusqu'à la fin. Donc le quota, c'est mal passé. Les quotas, cette formule quota, c'est mal passé. C'était une véritable corruption parce qu'il y a quand même certains cadres qui ont soit des actions au sein de certaines universités privées qui du coup repartissaient les bacheliers comme s'il s'agissait des cacahuètes en fonction des intérêts qu'ils avaient. Comme des moutons. Voilà. Et
d'autres fondateurs également d'universités privées qui avaient des bras longs jusqu'au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Et du coup, ces universités privées recevaient un grand nombre de bacheliers sans que tout cela ne soit basé sur un critère fondamental, celui de la formation réelle du bachelier. Alors, on a continué ainsi. Et vous allez vous rendre compte qu'un tel phénomène de quota, le véritable, celui qui perd le plus, c'est le peuple, c'est le bachelier. Celui qui perd le plus, c'est le bachelier et c'est les parents d'élèves et c'est la nation guinéenne plus tard. Comment? Parce que, tout simplement, l'État ne paie rien qu'il y ait 1000 universités dans un pays. Lorsque vous avez 30 000 bacheliers cette année, l'État a une enveloppe qui correspond aux frais d'études de ces 30 000 bacheliers. Ça ne change pas. Qu'il y ait 10 000 universités, il y a 30 000 bacheliers, l'État va repartir la même enveloppe pour les frais d'études de ces 10 000 bacheliers et de ces 30 000 bacheliers. Et du coup, lorsque les universités privées vont prendre ces étudiants, elles vont se repartir ça en fonction de certaines portions congrues. Certaines universités peuvent avoir 2 étudiants, 3 étudiants, 4 étudiants. L'État ne paie rien puisque l'enveloppe ne change pas, qu'il y ait 10 000 universités. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Je comprends très bien. Celui qui perd, c'est l'étudiant lui-même. C'est l'étudiant lui-même, ce sont les parents d'élèves et la nation plus tard. Mais parce que vous allez dans les universités où le fondateur n'aurait pas reçu un grand nombre d'étudiants et du coup la formation serait bâclée, tu vas sortir de cette université avec un diplôme qui ne reflète pas du tout ton niveau. Donc c'était la conséquence des quotas. Et cette formule a créé des fictifs dans les universités. On a vu l'enquête qui a été menée récemment au sein de certaines universités. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de fictifs. Qu'il y avait des étudiants qui étaient payés, pour lesquels l'État payait de l'argent, qui n'étaient plus en Guinée, qui étaient décédés, qui avaient voyagé, qui avaient changé de filière. Tout ça, c'était un non-business qui n'arrangeait pas du tout les caisses de l'État. Et du coup, on a pensé à une autre formule, celle qu'on appelait Djoliba. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de Djoliba? Djoliba a été salué par beaucoup d'observateurs qui ont compris que c'était quand même une révolution, que ça permettait de décanter un peu les choses, donc de sortir de cette magouille. De toutes les façons, les réformes ne sont jamais faciles, hein, Moussa Moïse. Oui, les réformes ne sont pas faciles. Alors moi, j'ai envie de comprendre un petit peu, parce qu'avant de partir plus loin, pourquoi ça fait des malheureux, justement? Parce que si ces fondateurs-là se réunissent à dire, ouais, on n'est pas content, à ce que de ça, normalement, c'est comme si quelque part, il y avait des motivations où on disait aux étudiants, allez-y, criez haut et fort, on n'est pas content. Les fondateurs, pourquoi? Les fondateurs ne rejettent pas complètement Djoliba, le projet Djoliba. Mais c'est la répartition. Il se pose un certain nombre de questions. D'accord. Notamment, il demande pourquoi est-ce que... C'est le libre choix, là, si je comprends très bien. Djoliba, normalement, c'était le libre choix, la transparence. C'était. Puisque ça crée des polémiques. Puisque ça crée des polémiques. Je ne mets pas en cause complètement le travail qui a été fait, mais je dis le système qui est mis en place, mais je dis aujourd'hui que le système donne lieu à des polémiques. Est-ce qu'on a manqué de communication là-dessus? Attends, Moussa, mais non, attendez, on va pas passer à côté de la plaque. Si je comprends très bien, non, attends, je t'ai posé une question à savoir si c'était le libre choix, normalement Djoliba. Et avant, comment ça se passait exactement? C'est que les étudiants, les bacheliers étaient orientés directement. On dit par exemple, allez, je prends un exemple, Kofi Annan, on dit normalement, il y a 10 000 étudiants ou je ne sais combien. Explique-nous un petit peu, c'est très important. Avant, il y avait des fiches qu'on remplissait, des formulaires. Et ces formulaires, quand on donnait un certain nombre de formulaires à telle université, l'université avait la possibilité de polycopier ces formulaires. Bien. Et du coup, tu pouvais faire 15 choix toujours. Oui, ça se faisait. Tu pouvais faire 15 choix. Et parmi ces choix, on t'orientait là où on voulait. Il y a des choix qui n'étaient pas du tout pris en compte. Et là, ça créait une magouille parce que c'était sur des feuilles comme ça. Donc on ne pouvait pas, c'était pas informatisé, on ne pouvait pas contrôler. L'État, le ministère en tout cas de l'enseignement supérieur, n'avait pas la possibilité de contrôler tout ça, de contrôler ces fictifs. Bien. Avant, c'est comme ça que ça se passait. Et c'était sous la formule des quotas. Alors, Djoliba est venu mettre fin à tout cela. C'est ça l'idée principale de la création de ce portail. Mais les fondateurs des universités privées, d'abord, premièrement, demandent pourquoi est-ce qu'ils se posent la question, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été associés dès le début dans la conception du portail, son mécanisme de fonctionnement, l'inscription et la réinscription. Vous allez une corbeille, ça suffit. Vous allez en juger vous-même. Dans le fonctionnement, l'inscription, la réinscription des étudiants et des bacheliers, comment tout cela se faisait et la gestion. Par exemple, les fondateurs de l'université privée demandent pourquoi est-ce que Djoliba, qui est censé être la transparence, est logé au sein du ministère de l'enseignement supérieur.
Alors qu'au sein de ce ministère d'enseignement supérieur, il soupçonne des cadres d'avoir des liens. Écoutez, je vais finir. Allez-y, J'expose ouais. les griefs des Ouais. fondateurs d'universités privées. Ouais. Il soupçonne certains cadres au sein de ce ministère d'avoir des liens avec certains fondateurs Il d'universités. fallait mettre où les cadres Voilà, ne pouvaient pas participer. ils auraient voulu que ce soit géré, puisque c'est conçu que ce soit géré par un comité indépendant qui n'a aucun lien avec le ministère de l'enseignement supérieur. Alors, ils disent alors que Djoliba a demandé à ce que les universités privées lui donnent plutôt les différents quotas, la capacité d'accueil qui existe. Kofi Annan, par exemple, du côté de la médecine, quelle est sa capacité d'accueil? UNIC, quelle est sa capacité d'accueil? Mercu également, quelle est sa capacité d'accueil? Chaque université a donné aux concepteurs de ce site, en tout cas à ceux qui gèrent ça du côté du ministère, la plateforme, la capacité d'accueil de chacune de ces universités. Alors, les fondateurs d'universités se disent surpris de voir que sur une capacité d'accueil, par exemple, en médecine, de 200 étudiants, Djoliba n'a pris en compte que 50 étudiants. Vous comprenez? Donc du coup, ceux qui veulent par exemple s'inscrire, les bacheliers qui veulent s'inscrire en médecine à Kofi Annan, ils ne peuvent plus le faire parce que lorsque vous le faites, ça va rejeter, le plafond est déjà atteint, c'est 50. Alors que la capacité d'accueil, c'était 200. Et du côté également de l'économie, c'était 300 la capacité d'accueil. Djoliba a mis le plafond à 50. Donc on ne peut plus s'inscrire en économie, par exemple, du côté de Kofi Annan, parce que c'est déjà blindé. Les grandes gueules. Alors, ils disent alors qu'un tel système, ils soupçonnent des gens d'avoir créé cela pour que les étudiants qui veulent faire médecine, qui veulent faire économie, soient dans l'embarras. Et lorsque du coup Djoliba aura fini de repartir tous les étudiants en fonction de son mécanisme de fonctionnement, les étudiants qui vont se retrouver sans orientation seront repartis comme ça à l'emporte-pièce par ceux qui gèrent la plateforme du côté du ministère de l'Enseignement, d'où une certaine magouille qui pourrait naître parce que ils soupçonnent encore une fois, je le répète, ces mêmes cadres d'avoir des liens avec des petites universités. Ils pourraient donc orienter cette grande masse qui ne serait pas pris en compte par la plateforme Djoliba. Voici l'inquiétude des fondateurs d'universités privées. Et ils rappellent à l'État qu'ils forment mieux que les universités publiques. Et ils ont beaucoup plus de dépenses que les universités publiques. Ils forment... Non mais écoutez, je finis. Voilà. Ouais, Oui, vous allez, quand même. je sais que ta bouche te gratte, mais il faut écouter, je vais finir. Les grandes gueules. Ils disent que contrairement à ce qu'on raconte, à ce qui est dit, qui est donné, qui est fourni, qui est servi sur un petit plat au peuple, comme quoi l'enseignement dans les études privées coûte assez cher à l'État, ils disent que c'est tout le contraire parce que eux, ils donnent l'enseignement à bas prix, à un coût très bas. Ils prennent pour exemple, je ne vais pas citer le nom du cadre qui a parlé ici la fois dernière, mais ils disent que beaucoup de ces cadres qui sont du côté du ministère de l'Enseignement supérieur ne font pas confiance au propre système d'enseignement que eux qu'ils mettent en place, qu'ils pilotent, parce qu'ils ont des enfants qui sont du côté de l'étranger et qui étudient. Et l'exemple est donné, 4 millions de francs guinéens, c'est la moyenne pour une formation ici en Guinée, dans l'université privée. Ouais. Au Mali, c'est 10 millions. À Abidjan également, c'est 10 millions. C'est une moyenne qui est donnée par eux. Du côté du Maroc, c'est 5 000 $. Du côté du Canada, 15 000. Des États-Unis, 20 000 $. Et donc, en Guinée, contrairement à ce qui est dit, les universités privées, selon ses fondateurs, forment à un coût très très bas par rapport à ce qui se fait ailleurs. Et également qu'ils contribuent à ce que le chômage soit un peu diminué. Parce qu'il y a une université qui emploie quand même 600 personnes avec une masse salariale qui varie entre 1 milliard et 1,5 milliard. Ils donnent tous ces détails pourquoi? Pour que l'État puisse comprendre qu'on ne peut pas décourager ceux qui ont pris de leur argent pour investir dans la formation de l'élite guinéenne. Qu'en agissant ainsi, pas dans la transparence, ça risque de décourager certaines personnes qui ont pris des prêts et qui ont mis leur argent ici, alors que d'autres prennent de l'argent gagné dans des conditions floues pour aller investir ailleurs, hors de la Guinée. Et donc, autre chose qui les fatigue, ces fondateurs d'universités privées, l'État paye normalement lorsqu'il oriente ses étudiants en 3 tranches. Le paiement se fait en 3 tranches. Mais pour l'année dernière, pour l'année académique passée, il y a seulement 2 tranches qui ont été payées. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a une tranche qui n'a pas encore été payée. Comment ces universités vont fonctionner? Et la conséquence de cela, quand l'État retarde le paiement, c'est qu'il y a des universités qui ne sont pas sérieuses. Puisqu'on paye, vous qui avez enseigné les professeurs par heure, et que l'État retarde le paiement des études des étudiants, dans certaines universités, on bâcle les coûts.
les programmes ne seront pas exécutés dans les formes et du coup l'étudiant s'en sort de cette année, sort complètement la tête vide. Mais l'université ne perd pas puisque l'État, de toutes les façons, même si le paiement retarde, il finira par payer l'université. Ça, c'est le point de vue des fondateurs d'universités privées par rapport à la plateforme. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le bras de fer engagé entre ces fondateurs et la plateforme, parce qu'on va dire le ministère, hein, Moussa Moïse? Oui, le bras de fer engagé. Bien. Ils s'attendent à une grogne bientôt des bacheliers, des étudiants qui vont certainement dire, écoutez, il y a des problèmes. Les grandes gueules. Djoliba aussi a parlé, Lamine Guirassy. Oui. Djoliba a parlé. Laissez-moi dire ce que Djoliba a dit. Allez-y, Moussa. Alors, parce qu'il a complément d'enquête, complément d'infos là-dessus. Allez-y d'abord. Ok, je vais finir rapidement. Allez-y. Djoliba dit que, contrairement à tout ce que les fondateurs d'universités privées racontent, que la plateforme est venue mettre fin à la corruption dans le milieu de l'enseignement supérieur. Parce que quoi? Il y a non seulement une donnée informatique qui peut être gérée, non seulement en Guinée, mais aussi à l'étranger. Ces étudiants fictifs auxquels on attribue des bourses d'études, par exemple pour le Maroc, pour l'Espagne, avec cette plateforme Djoliba, ce ne serait plus possible parce que même au sein des ambassades, ils auront la possibilité avec quelqu'un qui vient avec une bourse d'études de la Les Guinée, grandes gueules. ils pourront, du côté de l'ambassade, accéder à la plateforme Djoliba pour voir est-ce que c'est Au niveau de quelle véritablement- ambassade? Non, mais les ambassades partout. Je suis contre. Oui, non, Je suis contre. tu es allez-y, contre. voilà. Ouais, il est contre, Ahmed. Oui, je Ahmed suis est contre. Il est contre. D'accord. Maintenant, je continue. continue. Après, vous aurez la parole. Il est contre. Voilà. Alors, comment ça se passe? Pour prouver la transparence, ils disent que ça se passe dans des conditions les plus claires. Après la création, l'étudiant lui-même, le bachelier crée un compte avec 15 vœux qu'il peut modifier à tout moment jusqu'à la fin de la période. Alors, avant, c'était une fiche qu'on donnait. Et sur cette fiche, on pouvait mettre des erreurs, il pouvait y avoir de la manipulation et cela ne dépassait pas 3 jours. Et avec Djoliba, c'est pas ce qui se fait. Ils peuvent utiliser Djoliba via un téléphone, via une tablette, via un ordinateur. Ils peuvent aussi formuler les choix et les modifier à tout moment selon un certain nombre de temps. C'est-à-dire que pour cette première, Djoliba fonctionne en différentes tranches, Lamine Guirassy. Ouais. Pour une première tranche, les étudiants qui n'auront pas eu la chance d'être orientés par exemple en médecine, jusqu'à un délai qui est donné par Djoliba, si je ne me trompe pas, c'est 8 jours. Ces étudiants auront une deuxième chance. C'est-à-dire que Djoliba n'a pas accepté de les orienter du côté de la médecine, soit parce qu'ils n'ont pas la moyenne qu'il faut dans certaines matières principales pour pouvoir faire médecine, afin d'éviter que nous puissions plus tard former des médecins qui vont plutôt amener des gens à la morgue. Donc pour éviter cela, ils ont plutôt pris les étudiants, les bacheliers qui en valent la peine, qui ont des moyens qui répondent aux besoins de la faculté de médecine. Et il y en a 3, il y a 3 universités qui donnent ces cours, c'est Gamal, c'est Kofi Annan et c'est l'université La Source. Et j'ai appris du côté de Djoliba encore que cette année, l'État a exprimé le besoin du côté du ministère de la Santé d'avoir 150 bacheliers qui vont être formés dans le domaine de la médecine. Et donc, pour toute la République, il n'y aura que 150 personnes qui seront formées du côté de la médecine parce qu'ils vont beaucoup plus considérer maintenant cette filière afin d'éviter qu'on ait des étudiants mal formés avec de petites notes qui seront mal formés et qui seront des médecins assassins plus tard. Ça, c'est l'argument de Djoliba par rapport au fait que des universités ayant une capacité de 200 places aient reçu que 50 étudiants. Et Djoliba précise qu'aucun étudiant ne sera laissé sur le banc parce que plus tard, ils auront la possibilité d'être orientés en fonction des différentes étapes qui sont données. Les différentes étapes, c'est quoi? Lorsque vous n'êtes pas orienté pour la première tranche, pour la deuxième tranche, puisque vous avez fait 15 choix, Djoliba peut vous orienter dans l'un de ces choix en fonction de la moyenne que vous avez vue. Ouais. Donc, la plateforme précise qu'elle est venue mettre fin à une magouille, qu'elle est venue mettre fin à la corruption dans le milieu de l'enseignement et que cela va se poursuivre malgré toutes les critiques qui sont formulées aujourd'hui. Il n'y aura pas un seul bachelier qui ne sera pas orienté. Mais les bacheliers vont faire des filières pour lesquelles ils ont des compétences. Et des compétences liées, bien entendu, à la moyenne qu'ils ont eue au bac. Voilà. Donc, c'est l'argument principal de Djoliba. Et la plateforme précise ça serait qu'elle est gérée. super intéressant Djoliba- qu'on puisse peut-être inviter, je veux dire, ces fondateurs Le d'université concept- dans ce studio Oui, et oui. quelques cadres Ils aussi veulent- du ministère. C'est la- aussi simple que ça, Moussa. La plateforme dit que le comité n'est pas géré par le ministère, mais plutôt géré par un J'ai comité. l'impression que c'est moi je t'aime non plus en fait. Voilà, C'est par peu un ça. comité d'orientation mixte, Bah oui. et que le ministère n'est pas capable de manipuler les chiffres du côté au sein de la plateforme
parce que tout est informatisé, c'est pas possible de le faire. C'est l'argument principal de Djoliba. Mais ça sent intérêt, ça sent aussi enseignement, ça sent, qu'est-ce que je veux dire, l'avenir de ce pays. Parce que si on ne prend pas cette histoire très au sérieux, ça risque d'avoir des conséquences sur le pays 5 ans ou 10 ans plus tard. Il faudrait que les gens se retrouvent, que Djoliba, qui a des représentants, le concepteur est là et le ministère est également là, qu'ils se retrouvent avec les fondateurs d'universités qui sont, je crois, en association, afin de se comprendre sur le fonctionnement de ce portail. Mais une seule chose reste claire, si le portail fonctionne tel qu'indiqué ici, je pense que c'est une révolution dans notre pays et ça pourrait mettre fin à beaucoup de magouilles. Ouais, Moussa Moïse, voilà, enquête à suivre donc dans cette émission. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. On va revenir dans un instant évidemment sur cette antenne avec notre invité ce matin, vous le voyez à l'écran, Dr Abdoulaye Keïta, ancien coordinateur DDG. Il est l'invité ce matin chez le GG. Une émission en grande partie consacrée à la cause des femmes. Évidemment, vous le savez, hier, c'était la journée mondiale pour l'élimination de toutes les femmes, toutes les violences faites aux femmes, pardon. Focus donc sur une pratique abominable devenue une banalité en Guinée. Le silence consécutif aux pressions familiales dissimule donc tant bien que mal tous les pans des violences faites aux femmes. On en parle ce matin, entre autres, avec Madame Jeanne Lama, représentante donc de le projet à Kaloum, et une victime aussi qui va s'exprimer ce matin chez les GG. Et aussi, on va s'intéresser aussi à ce monsieur qui se dit victime d'escroquerie. Vous allez avoir ce témoignage ce matin chez les GG. On marque une pause de 3 minutes et on revient. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV, évidemment, merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant que vous le faites, beaucoup de messages ce matin. On va essayer de s'intéresser dessus voilà, dans un instant. Mais vous rappelez, notre invité ce matin, l'ancien coordinateur donc, général de EDG, c'est bien sûr Dr Abdoulaye Keïta, ancien coordinateur donc, général de EDG. Beaucoup de messages sur notre plateforme. Voilà, DTS, bonjour les GG. À quand le vrai changement dans notre pays? Il se pose la question ce matin avec des scandales à répétition. Bravo l'inspecteur Moussa Moïse Sila. Bonjour à vous, Ali Moubindi. Bravo à l'inspecteur Moussa Moïse. Voilà, écoutez, du courage soldat, merci beaucoup. Bonjour les GG. J'ai l'impression que Moussa Moïse est actionnaire d'une université quelque part. Kerno Amadou, parce qu'en Guinée, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Kerno Amadou Bari, lui, il dit qu'il est bachelier. Voilà, il n'y a pas de problème. Oui, le code de la route doit être appliqué, mais Tamba vit dans un autre monde. Voilà. Lamine, n'oublie pas que chaque jour, de nouvelles voitures sortent du port autonome de Conakry. Djibril qui part, c'est un mauvais conducteur. Voilà. Bonjour les GG, les policiers sont allergiques aux panneaux de signalisation Fofana, donc qui nous envoie ce message. Lorsque les voitures immatriculées VAANEP, les ministres, les présidents des institutions font respecter loi. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Voilà. On va essayer de s'intéresser, Ahmed, à cette journée. Hier, Madame Yoruba, oui, on va s'intéresser à elle, évidemment. Hier, c'était la journée mondiale. C'est bien cela, Madame Yoro? Oui, voilà. La journée mondiale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Elle est célébrée chaque 25 novembre. Et vous vous souvenez, le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, a demandé 10 jours d'activisme à toutes les personnes, les ONG, qui s'intéressent aux violations des droits des femmes. Parce qu'il faut le rappeler, vous savez, ces derniers temps, on en a tellement parlé ici. Oui. Il y a tellement de cas de violation. Mais bien entendu, ces derniers temps, on a parlé que ça, c'est une forme de violation. Ouais. Il y a d'autres formes de violation, notamment l'excision. Ouais. Il y a les violences conjugales. Il y a des violences physiques qu'on peut exercer sur d'autres personnes, telles que les violences ces derniers temps au niveau de la prison. Je pense qu'il y a plusieurs formes de violence, mais les femmes en sont victimes le plus souvent. Il y a des victimes silencieuses.
on n'en parle pas. Je pense que cette marche a permis quand même, c'était un déclic, ça a permis de sortir les personnes de l'anonymat et de pouvoir en parler. Moi, les statistiques m'effraient la mine. Parce que depuis ce cas, il n'y a pas un seul jour qui passe sans qu'une personne ne m'appelle. Surtout à l'intérieur du pays. À Conakry, ça va. Mais à l'intérieur, c'est extraordinaire ce qui se passe. Des petites filles, des mineurs se font violer. J'ai répertorié plus de 15 cas depuis le cas Tamsir. Des gens qui appellent et il y a même, parfois c'est suivi de morts. Ouais. Les personnes sont arrêtées, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que les enquêtes préliminaires sont faites. Parce qu'il faut, la précision est importante. Au niveau de la police et de la gendarmerie, les enquêtes sont faites. Mais à partir du moment où c'est arrivé au niveau de la justice, c'est là que les coutumes s'appliquent, les pesanteurs de chez nous, la pression des familles, les gens viennent, ils se retrouvent pour demander pardon et tout et tout. C'est là la force de la justice d'un pays. Je pense que tant que la justice ne sera pas forte pour dire oui, même si la famille se dessaisit, nous on continue parce que vous avez enfreint la loi, vous avez violé la loi, je pense qu'on ne pourra pas sortir de cette situation. Les statistiques sont alarmantes, c'est effrayant. Je pense que nous allons écouter une victime. Également, on va écouter la dame de l'Oprochem, c'est le service de la police qui s'occupe de ces questions. Vous allez entendre ce qu'ils vont dire. Je pense qu'il faut que les autorités judiciaires se réveillent dans ce pays. Voilà, vous restez avec nous, un autre activiste, avec les chiffres, hein, à l'appui, dans la deuxième partie de l'émission. On va en parler longuement, une émission, donc, je ne veux pas dire entièrement consacrée là-dessus, mais c'est tout comme. Allez, on revient sur le cas de Joliba. Ça le démange un petit peu, ce bonhomme. Allez-y. Voilà. C'est important de revenir sur cette plateforme Joliba et tout le bruit qui se fait autour entre les concepteurs de la plateforme, le département en charge de l'enseignement supérieur et les fondations d'universités. Très important. Aujourd'hui, nous savons de sources sûres que pour les universités privées, il est prévu 6 693 candidats à envoyer dans les universités privées et pour les universités publiques, 13 387. Pourquoi je reviens sur ces chiffres? Vous posiez la question tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'il y a du problème autour de cette situation? Ce qui va se faire, c'est qu'il y a un nombre d'universités répertoriées pour lesquelles il va falloir trouver un quota précis. Voilà. Parce que c'est un système de quotas par université. D'accord. Ça veut dire quoi? Le peu de richesse, le peu d'étudiants, ça nous laisse entendre richesse parce que pour chaque étudiant, il y a un montant précis. Quelques millions de nos francs. Moussa parlait d'une moyenne de 4 millions pour la formation par an. Donc, quelques millions de nos francs vont être affectés en fonction de cette orientation-là. Donc, finalement, ce qui se passe, c'est assez clair. Les fondateurs d'universités qui avaient l'habitude d'avoir à eux seuls plus de 1000 élèves, finalement étudiants, ils vont se retrouver avec beaucoup peu. Ça, c'est une réalité, une question d'intérêt qu'il ne faut pas perdre de vue. Ouais. Mais revenons à la plateforme. Avec cette orientation, personnellement, je connais une université dont je tairai le nom à l'intérieur de ce studio, qui se trouve du côté de Dabompa. Vous voyez cette université? C'est pas à fac? Dans un quartier, là-bas à Dabompa, tout près de chez la mine. Non mais si c'est là-bas, c'est à fac, mon gars. Non, c'est pas ça aussi. Écoutez, ce n'est pas du tout à fac. En tout cas, moi je connais. Oui, c'est quoi exactement, Moussa Moïse? L'université Makabari. Ok. Ben, c'est Moussa qui le dit. Ouais. En tout cas, dans cette université, cette université dont je suis en train de vous parler, c'est une sorte d'université pour pygmées. Ce sont des bâtiments. Ce sont des bâtiments, si vous voulez, rabougris. Djibril pourra me... Justement. Et là, à l'intérieur de cette université, vous allez enseigner cette année. C'est l'année prochaine qu'on vous paie le salaire de l'enseignement que vous avez fait aujourd'hui, que vous avez fait cette année. Ça, c'est une exclusivité. C'est un témoignage d'un enseignant qui a enseigné dans ce secteur. Écoutez, le problème que nous avons malheureusement, c'est que grâce à cette plateforme, parce que nous apprenons également de sources sûres qui a été affectée autour de 150 étudiants à cette université, grâce à la plateforme, oui, il y a eu pas mal de... J'ai une question à poser. Non, on va y venir. Oui. On va y venir aux questions et je répondrai. Allez-y. On va y venir et je répondrai. Parce que c'est un témoignage. Alors, ce qui se passe, qu'est-ce que la plateforme... Moi, je veux le dire, c'est que quand il dit affecté, j'ai l'impression que le choix n'est pas libre. Alors que Joliba, c'est pas le fondateur qui inscrit, c'est l'étudiant qui fait son choix en fonction d'une liste d'universités déjà répertoriée sur la plateforme. Et le choix est pris en compte en fonction aussi de la moyenne de l'étudiant. Quand on dit affecté, j'ai l'impression que c'est mécanique, c'est le ministère qui dit tiens, voilà ce qu'on te donne. Voilà, Tamba dans la peau d'un enseignant. Voilà, je vais répondre à Moussa Moïse. Ce qu'il doit comprendre, c'est que lorsque vous venez et vous faites vos choix, un certain nombre de choix vous est autorisé. Vous faites vos choix et en fonction de vos notes, de vos moyennes, vous êtes orienté. Pas nécessairement dans l'université de votre choix. C'est ce que Moussa... Non. Justement, c'est comme ça que ça fonctionne. Écoutez, je vous donne un exemple. Au fait, nous avons la plateforme ici. Je dis bien, ce qui est sur papier,
Je ne dis pas ce qui se fait. Je vais vous dire, ailleurs. parce que j'ai un exemple sous la main. Accepte qu'il pose des questions, mon grand, quand même. Je veux juste éclairer. Je ne dis pas, Tamba. Bien. Au fait, lorsque tu fais, il y a 15 choix. Tu es d'accord avec moi? Voilà. Lorsque tu fais 15 choix, également, tu choisis, il y a une option pour les universités de ton choix aussi. Au-delà des options, il y a une... Qui d'autre enseigne dans les universités ici? Djibril? Ahmed qui enseignait également. Pardon, ok. Allez-y. Non, je n'ai pas Ouais. fini, monsieur Girassi. Allez-y. L'étudiant a droit à 15 choix. Ça, c'est au niveau des filières. Il peut aussi faire des choix en fonction des universités là où il veut étudier. L'université là où il veut étudier. Lorsque tu fais ces choix et que le premier choix n'est pas, par exemple, pris en compte, si on doit t'orienter pour le deuxième choix, on le fera en fonction de l'université que tu as choisie. Bien. Est-ce que tu comprends? Maintenant, Non, mais il va répondre. Oui, la Voilà. précision elle est importante. Voilà. Justement. Ça, Maintenant, c'est pas Maintenant, le je vais fondateur qui le répondre fait. à Moussa Moïse. Allez, comment Parce ça que se passe nous avons dans un votre cas université? sous la main. Voilà. Nous avons un cas sous la main. Oui. C'est une fille que nous avons écoutée ce matin, qui ne savait même pas de quoi est-ce qu'il s'agissait. Elle a été orientée dans une université qu'elle n'a pas du tout choisie. C'est l'ISFAD. C'est même pas une université. L'ISFAD, c'est un institut supérieur de formation à distance. Ça a été fondé en 2004 pour des professionnels comme vous, comme n'importe qui voudraient se performer dans un domaine précis. Et l'ISFAD donne trois formations. Le développement communautaire, le droit et l'économie. Ce qui se passe, c'est quoi? Pas mal d'étudiants ont été affectés à l'ISFAD cette année. Bien. Mais ce qui se passe, c'est que vous allez pour vous inscrire à hauteur de 200 000 et de 400 000. Vous vous inscrivez selon que vous êtes étudiant simple ou fonctionnaire. Lorsque vous êtes inscrit, on vous donne des brochures. Vous rentrez chez vous, 3 mois de lecture après, vous revenez pour un test. Vous revenez pour des explications sur des éléments que vous n'avez pas compris. Est-ce que là, justement, c'est un sérieux problème? Je suis d'accord avec vous. Parce que l'enseignement, les montants prévus, ça va ouvrir une brèche à la magouille. Voilà. Les montants fixés pour payer la formation à l'ISFAD, ce n'est pas la même chose, c'est pas le même coût que pour les universités. Autre question, Tamba dans la peau d'un enseignant. Allez-y, Jacques. Allez-y. L'erreur de Djoliba, c'est bien sûr le fait qu'elle ait permis d'avoir dans son répertoire l'ISFAD, l'Institut supérieur de formation à distance. Je pense que non seulement c'est le constat que nous faisons, mais si le ministère nous écoute, si la plateforme nous écoute, bien entendu, c'est d'arrêter maintenant. Parce que c'est pas normal que nos bacheliers aillent, n'est-ce pas, à l'ISFAD. Ce que je voudrais noter, il faut reconnaître que Djoliba a révolutionné le système d'orientation cette année. Voilà ce qui se passait auparavant. Les étudiants qui partaient dans les universités privées avaient le libre choix. Pourtant, parmi ces étudiants, il y avait la plupart qui n'étaient pas prédisposés pour certains programmes. En fait, c'était des bacheliers qui étaient arrivés avec 10 de moyenne ou même des personnes qui avaient été repêchées mais qui n'ont pas été orientées par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et voilà qu'ils partaient, ils pouvaient choisir droit alors qu'ils n'ont pas les capacités requises pour recevoir cette formation. Je pense que cette année, ça a changé parce que même ceux qui vont dans les universités privées, ils vont avec des filières très précises. En ce moment, je crois qu'il y a une question qui est corrigée à ce niveau. Voilà. Et ce qu'il faut aussi demander, c'est que Djoliba doit continuer à travailler, même après ces 3 étapes qui sont prévues. Parce qu'il y a une possibilité qui est offerte aux bacheliers qui n'auront pas la chance ou bien qui ne vont pas se sentir à l'aise en fonction de leur orientation de se retrouver dans certaines universités par la magouille certainement des cadres du ministère de l'Enseignement supérieur. Jacques Léwalinou, on va revenir dans un instant évidemment mesdames et messieurs, c'est une pause de 10 minutes et on revient avec notre invité ce matin, Dr Abdoulaye Keïta. Politicien véreux, fonctionnaire corrompu, promoteur immobilier voyou, justice facile. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.